de match incroyable. On n'a jamais vu ça, Louis. Ah ben non. On n'a jamais vu ça, Louis. Bonsoir à tous, 16e épisode ce soir, ou aujourd'hui, ça dépend quand vous l'écoutez de Très à table. Pour m'accompagner, Esteban Rana est avec nous. Esteban, bonsoir. Salut Nico, salut Didier. Et oui, tu l'as dit, notre invité ce soir est l'entraîneur de BAO, leader d'Élite 2, Didier Ménard est avec nous. Didier, bonsoir. Bonsoir. Alors, un beau programme nous attend, on va parler d'Élite 1, on parlera aussi d'Élite 2, on parlera même un peu de division nationale aussi, parce que Esteban qui joue à Paris est avec nous. Merci. Ouais, on en parlera un peu. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les classements et tous les résultats de division nationale sur 13 mondial. Tout est à jour. On parlera aussi de Super League. Esteban, tu nous as préparé un petit top flop de cette 3e journée. Ouais. On parlera de Championship. Le Théo a gagné. Et puis on finira avec l'interview de Didier. Pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite et parler donc d'Élite 1. C'était la 10e journée qui a commencé samedi avec la victoire de Saint-Estèphe 13 Catalans à Albi. Ça fait donc, ils sont joués 2 fois en 2 semaines. Même pas en une semaine, du coup, d'intervalle avec le match en retard. Belle victoire 42 à 18. Esteban, c'est Albi, tu connais bien. Saint-Estèphe 13 Catalans aussi, forcément. On a envie de dire résultat logique, un peu comme la semaine dernière. Albi a tenu 1 heure, mais voilà, Saint-Estèphe gagne à la fin, quoi. Ouais, non, mais comme d'habitude, Albi, c'est toujours une équipe. Enfin, moi, je connais bien parce que je suis d'Albi. C'est toujours une équipe. On ne sait jamais un peu comment elle jouer. Un coup, cette équipe, elle peut faire un exploit. Un coup, elle peut gagner à Lézignan et le week-end d'après, se prendre une gifle à la maison. C'est toujours compliqué. Il y a eu des problèmes d'entraîneur avec Eric Anselme qui avait été mis de côté. Il y avait eu une remobilisation des joueurs, du staff. Ça avait pris avec la victoire à Lézignan, avec le jeune Baptiste Fabre qui a même pas 18 ans, qui a joué à la charnière et qui avait fait un match énorme, qui est numéro 7. Et donc Albi qui a encore une saison en dents de scie, quoi. Donc Saint-Estève qui arrive armé jusqu'aux dents avec un Breton qui s'est blessé malheureusement. Ouais. Donc Saint-Estève qui prouve que cette année c'est la bonne, je pense, pour Saint-Estève. Ouais. Didier, tu connais forcément bien Saint-Estève parce que BAO est la réserve. Oui, très bien. Voilà, sans faire trop de bruit au final. Saint-Estève est en tête de ce championnat d'Élite 1 et de ce qu'on voit un peu chaque semaine, ils sont pas prêts de lâcher la tête. T'en penses quoi? Parce qu'il y a de la qualité, parce qu'il y a un bon entraîneur, il y a un bon groupe, il y a des jeunes qui sont vraiment de très grande qualité. Ce matin, pour en avoir discuté longuement avec Benoît Albert, entraîneur, il m'a dit que la première chose qu'il m'a dit, c'est que le score était lourd pour Albi, parce que Albi avait une très belle équipe. Ouais, c'est ça. Alors, on va continuer un peu les matchs. Limoux a battu Avignon. Alors, on va s'arrêter un peu sur ce match aussi pour plusieurs raisons. Déjà, parce que 48-10, le score est lourd. Limoux, c'est une équipe que tu as joué, Oui. Didier, cette année. Oui. Alors, quand on voit la saison d'Avignon, et toi, pour avoir joué Limoux, c'est pas vraiment un résultat qui est surprenant au final. Je pense que pour Avignon, le titre est difficile à digérer. Apparemment, c'est comme ça que ça se passe. Parce que ils ont gardé quand même le même staff, ils ont gardé quand même la même ossature. Donc voilà, je pense que la remise en question, elle est difficile pour les joueurs, peut-être pour l'entraîneur aussi. Ils sont montés très haut l'an dernier et ils ont du mal à digérer tout ça. Je pense qu'ils ont quand même l'effectif et ils vont reprendre. Concernant Limoux, c'est une très belle équipe, hein. Ça joue bien avec Maxime qui fait très bien jouer, que je connais très bien Maxime. Et franchement, il y a une belle équipe avec des grosses individualités. Ouais. Esteban, tu partages un peu l'avis de Didier sur Avignon. Sur Avignon, surtout compliqué. Est-ce que toi, tu les vois revenir quand même cette saison ou tu penses que ça va être un peu l'année zéro, un peu l'année blanche, entre guillemets, après le titre?
complètement d'accord avec Didier. C'est vrai qu'on sait que quand on est champion, c'est toujours difficile l'année d'après de revenir au même niveau. Limoux le fait depuis 2 ans, qui est un travail remarquable. Par contre, Avignon, je ne sais pas si c'est au niveau du staff ou si c'est au niveau des joueurs qu'il y a une mésentente, parce que c'est une équipe quand même qui joue, mine de rien. On sait que du côté du Vaucluse, ça joue beaucoup sur les extérieurs. C'est plaisant à voir jouer. Mais cette année, je sais pas, la mayonnaise ne prend pas. Ils ont du mal à démarrer. Et en face, on a un Limoux qui est costaud, qui a toujours un gros pack, avec un Maxime Hérol devant, qui fait son retour, qui je pense qui est en forme, qui est sur une phase montante. Et puis, il y a toujours Mika Murcia à la baguette, qui est capable de faire une feinte de passe à la dernière action et de vous crucifier. Et derrière, non, il y en a un Maxime Gressek aussi qui apporte sa patte au jeu limouxen. Donc, Limoux va être un gros client encore jusqu'à la fin de saison. Ouais, c'est ça. La transition est bonne. Tu parlais de Michael Murcia. Il y a un demi qui a joué en Elite 1 qui est encore plus âgé que Michael. C'est Terrado qui a joué avec Palo, ce week-end. Olivier Lima a beaucoup fait tourner, a fait du changement, a envoyé quelques joueurs jouer avec Pia, et elle a pris d'autres, dont Terrado. Malheureusement, défaite de Palo 30-36 face au Toulouse Olympique. Alors, le match a été un peu en deux parties. Je crois qu'il y avait 30-8 pour Toulouse à la mi-temps. Donc, grosse deuxième mi-temps malgré tout de Palo. Esteban, on voit que cette équipe de Toulouse, quand même, ça va mieux. Et chaque semaine, on le dit. Mais voilà, elle va embêter du monde. Et elle va peut-être jouer un peu les troubles faits dans cette fin de saison, quoi. Ouais, c'est bien parce qu'en plus, c'est vraiment des. Il y a que des jeunes, quoi. Et c'est une moyenne d'âge, je crois, de moins de 25 ans. Avec quelques cadres, des fois, il y a un Bentley pour encadrer tout ça. Mais c'est des jeunes qui jouent, voilà, avec leur insouciance. Et puis quand même, qui ont un Julien Gérin qui apporte aussi sa touche dans ses joueurs. Donc, c'est plaisant à voir jouer, même si on sait qu'ils se font piller un peu parfois par l'équipe de Championship. Après, bon, c'est le jeu. Mais déçu pour Palo, parce que je pense que Olivier Lima a quand même fait un gros recrutement, et puis il n'a pas le rendement qu'il espère. Ouais. Le match suivant, c'était Villeneuve-Saint-Gaudens. Un match important, parce que c'est deux équipes qui sont un peu à la lutte pour les 5 et 6e places. Et c'est Saint-Gau qui a pris le meilleur, 32-24. Didier, forcément, c'est des équipes que tu suis. Villeneuve avait eu une année très compliquée l'an passé. Olivier Janzac était passé, il y a beaucoup de mieux. Et en face, Saint-Gau, le travail paye chaque année avec Gilles Dumas, une équipe qui monte en puissance et qui, cette année, là, à 5e, pourrait bien accrocher les playoffs, quoi. Je pense que c'est les deux grosses surprises de ce championnat. Et c'est bien pour le rugby à 13 qu'une équipe comme Villeneuve revienne très fort. Parce que bon, ça arrive de perdre des matchs, ça arrive à toutes les équipes. Mais jusqu'à maintenant, ils ont eu quand même des bons résultats, des bons comportements à l'extérieur, à la maison. Et c'est très bien pour le rugby à 13, je répète. Et Saint-Gaudens aussi, c'est très bien pour le rugby à 13 parce que c'est une place forte de rugby à 13. Et c'est très 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 bien que ces deux équipes remontent dans les classements et remontent dans la hiérarchie. Ouais, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle, et ces deux équipes qui vont être un peu à la lutte forcément. Donc, comme je le disais, pour cette 5 et 6e place. Dernier match, un gros derby, un gros match. Et finalement, c'est Carcassonne qui, dans les dernières minutes, allait battre Lézignan. Chaque semaine, et Esteban, cette équipe de Carcassonne nous surprend. Alors, il n'y avait pas Garillo, mais il y avait l'autre recrue, et pas des moindres, Tumusa, qui fait, je crois qu'il en est déjà à 6 essais en 4 matchs, et surtout un gros impact sur le jeu. Carcassonne est un prétendant au titre. Ouais, surtout on sait que Carcassonne, il y a eu quelques petits soucis pendant l'intersaison. On ne savait pas comment ça allait repartir. Et donc là, on voit que vraiment tous les joueurs se sont remobilisés, jouent pour le maillot, jouent pour la ville avec des recrues, comme tu l'as dit, avec Garillo, bon, même s'il n'était pas là. Mais il y a une petite alchimie qui se crée entre joueurs étrangers et joueurs français. Et puis voilà, Carcassonne redevient la place forte du rugby à 13 qu'elle a été. Et puis c'est surtout Lézignan qui est en déclin. C'est surtout plus Lézignan qui m'inquiète que la montée de Carcassonne.
Après, les Ignans qui restaient quand même sur 2 grosses perfs. Hein. Je crois que si je dis pas de bêtises, ils avaient battu Palo et ils avaient battu Limoux sur les 2 derniers matchs. Ouais. Euh, c'est ça, c'est ça. Après, les Ignans, ça sera forcément, je pense, dans les 4 et ça va un peu, ça se jouera les phases finales. Je vais vous demander un petit pronostic à tous les deux là pour finir sur l'élite 1. Je pense on va tous les 3 être d'accord pour dire que Carcassonne, les Ignans, Saint-Estève et Limoux feront partie des 6 premiers. Vous mettez qui en 5 et 6? Didier, tu mets qui, toi, en 5 et 6 pour les places qualificatives? Moi, je vois bien Saint-Gaudens. Je vois bien Saint-Gaudens qui fait une belle saison et qui, je pense, avec un bon effectif, s'ils arrivent à conserver leurs résultats comme ça, c'est bien se qualifier. Et Villeneuve derrière aussi, Ouais. ouais, Villeneuve, oui, je vois bien Villeneuve. Et puis, Donc, pas ça d'Albi. serait très bien pour le rugby à 13. Donc, pas d'Albi. Tu verras Albi un peu Non. derrière. Ouais. Ah oui, ouais. Ouais. Esteban? Ouais, je suis d'accord avec Didier. Après, j'aimerais bien que qu'Albi y soit, mais bon, ça va être compliqué. Donc, ouais, je pense que Saint-Gaudens-Villeneuve, ça devrait être les 5 et 6. Ouais. Allez, on va enchaîner avec l'Elite 2. C'était déjà la 15e journée. Bon, ce coup-ci, on va pas commencer les matchs dans l'ordre qu'ils ont été joués, mais plutôt à commencer par Bao. Alors, on s'attendait à un très gros match. Et finalement, il y a eu un très gros match de Bao, ça c'est sûr. Mais un score très lourd. Didier, est-ce que tu peux un peu nous revenir sur ce match, nous donner un peu ton avis sur ton équipe déjà, et puis aussi sur l'adversaire que tu as eu en face, Villefranche? Déjà, l'adversaire, ils sont venus un petit peu diminuer, mais nous, on a réalisé quand même une très grosse performance. On a fait 3 fautes de main en première mi-temps, et sur l'ensemble du match, on a pris 4 pénalités. Donc, au niveau de la discipline, on a fait des très gros progrès. Au niveau de la conservation du ballon, on a fait de très gros progrès. Et puis après, on a des joueurs quand même de qualité qui passent devant. Et c'est là où un petit peu ma crainte en début de saison, c'est-à-dire que j'avais peur d'avoir ces joueurs-là, style Maxime Dacosta, Mancarini, qui viennent là un petit peu en maison de retraite. Et c'est tout le contraire, parce qu'ils poussent les jeunes, ils poussent à l'entraînement, ils les poussent à la muscu, ils les poussent partout. Et c'est vraiment les papas de l'équipe. Et je suis vraiment très, 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 très content de ces joueurs-là. Ouais. Et alors, parce qu'on a un peu l'impression, on en parlera un peu plus dans l'interview tout à l'heure, mais on a l'impression que peu importe les joueurs que tu alignes le week-end, que ça soit que des joueurs de Bao, qu'il y ait des renforts de Saint-Estève, que tu mettes, je sais qu'il y a pas longtemps, tu avais mis Sofiane au repos, peu importe que les joueurs que tu mettes sur le terrain, on a l'impression que ton équipe ne perd pas en qualité. C'est ça qui est assez impressionnant. C'est parce qu'on travaille beaucoup sur le collectif et on travaille beaucoup sur la gestuelle. Et on change beaucoup les joueurs à l'entraînement de poste. C'est pour ça qu'on n'a pas trop de déchets dans la réorganisation. Je prends l'exemple de hier, on fait 4 changements dans l'équipe, et pas poste pour poste. Un talonneur qui passe en demi, un demi qui passe au centre, voilà, un seconde ligne qui passe au centre, un troisième ligne qui passe pilier. Et voilà les changements qu'on fait en permanence et ça change jamais notre collectif. C'est parce que on le travaille beaucoup à l'entraînement. Ouais. Esteban, cette équipe de Bao est impressionnante depuis le début de la saison. Il n'y a eu que 2 matchs perdus, enfin un en championnat et un en coupe face à Limoux. Bao a, je pense, toutes les cartes en main pour aller chercher ce titre, non? Ouais, ben c'est sûr. Après, c'est sûr que quand il y a des joueurs, comme il dit, avec des Mathias Pala, etc., ça aide beaucoup. Mais moi, je pense, comme Didier l'a dit, l'important, c'est de former cette nouvelle génération de jeunes qui arrivent avec des Bitigri, des jeunes juniors de Bao, parce que Bao a toujours eu de très bons juniors. Et donc, le fait de pouvoir allier joueurs d'expérience et juniors, je pense que ça risque de faire du dégât sur le long terme. Ouais. Il faut savoir, je précise, on a une moyenne d'âge de 22 ans. Mais ouais, Ouais. c'est ça qui est fou. Parce C'est ça qui que est- on peut dire que des Mancarini, des D'Acosta, ils ont de la bouteille, mais c'est pas vrai, ils sont jeunes. Mais ouais, D'Acosta, il a 26 ans, Mancarini, il en a 28, Mathias Palais, il est un peu ouais. plus âgé, mais après, tout le reste, c'est des juniors. On joue avec beaucoup de Mm. juniors qu'on a formés, nous, dans notre club. Mm. Et ça, c'est la bonne chose aussi, hein. On a Ouais. fait une grosse formation aussi. Ouais. C'est Il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans de travail, enfin 11 ans, 12 ans maintenant, 12 ans de travail.
avec la présidente. Voilà, on a toutes les catégories représentées. Et chaque année, on fait monter des juniors en première et ils jouent. Je prends l'exemple de Maury, qui n'a pas joué ce week-end, mais c'était le premier match qu'il était de repos. Il a joué tous les dimanches à la charnière et il sort de nos juniors. Ouais, c'est ça. On en reparlera un peu plus tout à l'heure, tout ça dans l'interview de Bao. On va continuer sur les autres matchs. Alors, Entraigues est allé gagner à Villeneuve-Minervois. Alors, c'est un résultat qui est intéressant parce que malheureusement, il complique un peu la tâche pour Villeneuve-Minervois pour la qualification. Villeneuve qui revenait bien, mais là, cette défaite leur met un petit coup. Ça va être un peu plus dur d'aller chercher la 6e place. Par contre, Entraigues, voilà, montre que elle n'a pas dit son dernier mot. Si je dis pas de bêtises, Didier, Entraigues, c'est une équipe qui vous a posé des problèmes cette année Ouais, quand vous c'est les pour avez ça. joués. Ouais, je suis pas surpris du résultat de dimanche dernier parce que le dimanche avant, il nous avait posé énormément de problèmes. On a dû ferrailler comme il faut pour pouvoir gagner le match à Entraigues. Ouais. Donc, Entraigues qui va jouer la qualification avec des équipes comme l'Escure et justement Villefranche et Ferrals. C'est les 4 équipes qui sont un peu en place pour la 5e et 6e place. L'Escure, justement, qui a gagné. L'Escure qui gagne 30-14 face à Lyon avec un quadruplé pardon, de Rigal. Donc, c'est toujours une performance qu'on note. Et en plus de ça, il met les 4 premiers essais de son équipe. Et sachant qu'en plus, c'est lui qui avait le but, tous les premiers points de son équipe ont été marqués par lui. Donc c'est une belle performance. Villegayenc, alors ça c'est un peu c'est un peu une surprise. Alors une surprise oui et non parce que Villegayenc marche très fort, mais on s'attendait pas à un tel score. Après, Esteban, il peut peut-être s'expliquer parce que Pia a dû faire tourner parce qu'il y a des joueurs de Palo qui sont descendus et face à une équipe et une machine aussi huilée que l'est Villegayenc en ce moment, ça n'a pas fait 40-2, score sans appel, quoi. Ouais, mais c'est Villegayen que j'aime pas dire ce mot, mais j'ai presque fausse le championnat parce que quand il y a des étrangers de partout, et je sais pas si c'est vraiment ce qu'on attend du championnat d'élite 2. Je pense que le championnat d'élite 2, c'est plus un championnat où, comme l'a dit Didier, on forme des jeunes, on les fait monter jouer en première, ça leur donne du temps de jeu, de l'expérience pour accrocher, pourquoi pas, une élite 1 comme Bao et la réserve de Saint-Estève, ou que l'Escure et la réserve d'Albi. Donc, c'est sûr, il y a des Anderson et compagnie qui vous rentrent dans le cornet, ben, ça pique pour ces joueurs de pied, quoi. C'est Ouais. compliqué. C'est sûr. Après, il y a aussi quand même, si je dis pas de bêtises, il y a quand même quelques jeunes joueurs qui jouent aussi quand même à Villegayenc. Ouais, bien sûr, il y a Maxime Limoges. Banquet qui joue devant, que j'ai eu en interview. Voilà. Alors après, étranger, pas étranger, il y a d'autres équipes qui en ont, ça c'est certain. Ouais, c'est sûr. C'est pas les seuls en tout cas. Voilà. Après, c'est Louis Anderson qui vient jouer avec son frère. Voilà. Après, Ouais, ça peut s'expliquer en tout cas. Ça peut s'expliquer. ouais, c'est sûr. Chacun a un avis, chacun a un avis là-dessus. Après, voilà. Allez, on continue. Carpentras qui bat Salon largement. Bon, pas vraiment de surprise. Salon, c'est une saison compliquée et Carpentras, par contre, marche fort. Et puis le dernier match qui est intéressant quand même, Toulon, deuxième victoire de Toulon cette année, 48-32 face à Ferrals. Ferrals qui va moins bien en ce moment et qui perd des points importants. Et puis on notera avec Toulon, ça concerne aussi forcément Bao et Didier parce que Mathis Samaï a marqué un doublé et Mathis Samaï est à la course avec 2 joueurs de Bao pour le titre de meilleur marqueur d'essai. Mathis en est à 18, Sofiane et Vincent, Didier en sont à 16. Ils font aussi des grosses saisons. Tu as joué aussi Toulon. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe qui est très jeune et qui se monte petit à petit avec pas mal de 15 quand même? Ouais, c'est difficile à en parler parce que nous, on les a joués en début de saison. Ils avaient quelques petits problèmes de licence. Ils ne sont pas venus au complet. On doit y aller à la fin de la saison. Par contre, c'est très bien ce qu'ils font. J'ai suivi de loin le parcours de leur entraîneur
et il fait un excellent travail. Il fait un excellent travail quand il avait des juniors à Marseille. Il fait un excellent travail là. Voilà, je leur souhaite de tenir bon et de continuer leur aventure parce que c'est des gars qui méritent bien. Ouais, c'est ça. Et puis forcément, cette année va leur permettre d'engranger l'expérience et s'ils arrivent à garder leurs meilleurs éléments l'année prochaine, je pense qu'ils pourront embêter plus de monde en Elite 2. Voilà, donc pour finir sur l'Elite 2, donc Bao et Villegayen qui sont maintenant assurés quasiment de la qualification, presque des deux premières places. C'est pas fait, on va pas vendre la peau de l'ours C'est avant pas fait d'avoir. encore. Pour les deux premières places, non. Pour la qualification, Didier, je pense qu'on Pour peut la dire que qualification, oui, mais pour les 2 premières places, c'est pas encore c'est fait. pas fait. Carpentras est encore dans le coup, effectivement. Exactement. Voilà, Carpentras peut embêter Pia est à l'affût. Pia est un peu plus loin quand même. Ça sera plus dur pour Pia, mais effectivement, mathématiquement, Pia est encore largement dans le coup. Et je crois que Pia a un match en moins, si je ne dis pas de bêtises en plus, Ouais. à jouer. Voilà. Allez, on va parler un peu de division nationale. Bon, Esteban, Paris a perdu ce week-end encore. Vous perdez contre une belle équipe. BSL, c'est une entente qui s'est montée. Vous perdez, du coup, tu vas nous parler un peu de ce match. Et puis de Paris, ça se complique un peu pour vous dans cette poule de DN1. Là. Ouais. Voilà, il y a des belles équipes en face aussi. Il y a des belles équipes. Ouais, non, mais surtout, on est tombé contre une très très belle équipe de Barcarès, il faut le dire. Après, il y a eu un petit fait de jeu, c'est qu'on n'avait pas d'arbitre. Donc c'est l'entraîneur du Barcarès que je tiens à saluer qui a arbitré. Et il a été très 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 bon parce que c'est pas facile d'arbitrer quand on n'est pas arbitre. Donc c'est lui qui a arbitré. Ouais, on perd de 8 points. Faut dire que je rappelle que Paris, on est 3 clubs aussi pour faire une équipe. On descend un week-end sur 2, ça coûte quand même presque 5000 balles à chaque fois qu'on descend. Ouais. Donc c'est compliqué. Les entraînements, c'est compliqué parce que bon, tu connais le trafic parisien. Il faut faire 1 heure de route pour aller s'entraîner tous ensemble. Donc quand on est 3 clubs, c'est compliqué. Donc chacun s'entraîne de son côté et après on fait un match le week-end. Mais bon, malgré tout, on arrive à produire du jeu et puis on perd contre le premier de poule de 8 points. Donc il y a vraiment du travail qui est fait, mine de rien. Et donc c'est positif pour la suite. Ouais, c'est positif pour la suite. BSL fera partie forcément, selon toi, des équipes qui joueront la gagne dans cette DN1. Prétendant avec, je pense, de l'autre côté, avec Tonens et Realmont. Ouais, un gros match d'ailleurs, Realmont-Tonens. Ouais. On a eu quelques échos avec Raphaël Ousti qui a joué pour Tonens. Tonens menait largement à la mi-temps avant de perdre 30-24. Mais ça a été un bon match. Ce sera aussi forcément des équipes qui seront à suivre. Un petit mot aussi, on va en profiter quand même sur la DN2. Sals n'a pas gagné son premier match, mais n'a toujours pas perdu quand même. Sals qui a fait match nul contre la réserve de Villegayen. Mais Esteban, si on regarde un peu les équipes, les forces en présence, Sals se figure de grands favoris pour cette DN2. Je vois mal qui pourrait les empêcher d'aller gagner le titre. Ouais, puis Sals fait quand même, ça reste un club phare de la région catalane. Alors que A13, c'est une place forte. Donc moi, ça me ferait plaisir de les voir remonter en DN1. Donc je sais que ça a toujours été compliqué de gagner à Sals quand on est petit ou quand on fait des tournois. Donc ça serait bien pour Sals que le club remonte. Ouais, ça serait bien. C'est ça. On va aussi quand même dire que l'Aréole a gagné contre la réserve de l'Escure. Pujol a gagné à Aspet, 36-26. Voilà, vous pouvez retrouver tous les résultats DN1, DN2, Elite 2, Elite 1 évidemment, sur 13 mondiales. Tous les résultats sont à jour, ainsi que les classements. Allez, on va passer à la Super League. Esteban, 3e journée, les Dragons ont perdu. Bon. Tu nous as préparé un petit top flop, donc déjà, si tu peux nous dire un peu qu'est-ce que sont tes tops sur cette 3e journée de Super League. Alors mes tops, tiens, tu parles des Dragons, c'est tout fait. J'ai trouvé un top, j'ai trouvé Matt Whiteley, le joueur des Dragons, qui est en 2e ligne, que je trouve énorme, donc 23 ans. Pour moi, il est tout simplement imbougeable depuis le début de saison. Ce week-end, il a encore fait 5 ans de plaquage. Ouais. Je pense qu'il confirme sa place de titulaire. C'est un second de ligne moderne, jeune, rapide. Il a du ballon. Il est capable de jouer au centre aussi. On l'a vu en début de saison. Donc ça s'annonce très bon pour la suite. Je pense si on l'associe avec un Benjamin Garcia.
Et bon, le pauvre, il s'est blessé. Ouais, Donc, c'est ça. mais très bonne recrue du côté catalan. Deuxième top, c'est Ratu Naolago. Donc, ailier de ULFC qui joue au rugby à 7 jusqu'à présent et qui a fait son premier match de rugby à 13 contre Wigan ce week-end. Pour la petite histoire, il était dans l'armée britannique et il joue Ouais, au rugby. Et c'est comme ça que LFC l'a repéré parce qu'il joue aussi avec l'armée d'Angleterre. Et donc pour son premier essai, il a mis 2 essais contre Wigan, pour son premier match, pardon. ouais, Et 3 jours avant, il y avait le staff du UFC qui parlait de lui et qu'il était physiquement prêt dû à ses entraînements militaires. Donc rugby plus armée, ça fait un bon mélange. ouais, Et troisième top, j'ai noté malheureusement pour les Dragons, c'était Danny Brough, 500e match de Super League. On ne pouvait pas passer à côté de sa performance. Il a 36 ans, homme du match. Il a été ouais. associé avec un Jacob Miller qui a été aussi décisif. Il a une paire de demi complètement complémentaires avec Miller comme électron libre et Danny Brough qui était un peu plus dans la gestion, jeu au pied, d'occupation, etc. Donc pour moi, c'était tout simplement la classe. Ouais, ok. Euh, Didier, avant de passer au flop, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison un peu des Dragons catalans? Bon, il y a que 3 matchs évidemment, mais bon, ils ont battu Huddersfield, mais Huddersfield qui semble quand même bien à la peine en ce début de saison. Ça a l'air poussif pour le moment, et on a tous un peu peur de revivre un peu le début de saison de l'année dernière. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, c'est compliqué parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a que 5 qualifiés cette année. Et Ouais, tous les matchs vont être au couteau et ça va être très compliqué, surtout que toutes les équipes se sont très bien renforcées. Maintenant, le potentiel, il y est. Pour les avoir vus, moi, 4 fois déjà depuis le début de la saison, je peux dire que le potentiel, il y est. La qualité, elle y est. Il faut que la mayonnaise le prenne, c'est tout. Et ouais, quand la mayonnaise va prendre, je pense que on va avoir un jeu agréable et beaucoup de qualité. ouais. Alors moi, j'ai vu le match contre Westfield et j'ai trouvé que pour l'instant, c'est vrai que c'était brouillon, les lancements de jeu. J'ai trouvé que Mickey, voilà, était pas forcément défensivement, il fait un bon match, mais offensivement, c'était brouillon avec la charnière. On sait que c'est une nouvelle charnière parce que Gigot est replacé là. Le problème, il est là. Le Ouais, problème, il est que cette charnière, il faut qu'elle Ouais. prenne confiance en elle, qu'ils jouent ensemble, qu'ils apprennent à jouer ensemble, qu'ils apprennent à se connaître. Ça se fait pas d'un coup de baguette magique, c'est du haut niveau, c'est de la Super League. Il faut que tous les automatismes viennent ensemble. Et je suis sûr que si les automatismes ils arrivent, il y aura une belle surprise encore. ouais. Mm. Alors, moi, je me pose une question. Je suis pas Steve McNamara, ça se saurait, mais je veux savoir ce que vous en pensiez. On aurait pu imaginer qu'ils choisissent plutôt d'associer Matty Smith et Tompkins à la charnière parce que justement, c'est des joueurs qui déjà parlent la même langue, c'est des joueurs qui en plus de ça se connaissent et du coup mettre Tony Gigot à l'arrière. Ils préfèrent donc faire l'inverse, mettre Tompkins à l'arrière et Gigot à la charnière. Est-ce que vous comprenez un peu ce choix et est-ce que vous avez peut-être vous fait sans forcément être sans savoir être au cœur du truc comme moi ou plutôt comme Steve Esteban? Oui. Après, Allez. c'est ce que tout le monde demande actuellement, c'est que tout le monde demande que Tonkin joue à la mêlée et que Gigot joue à l'arrière. Maintenant, si McNamara fait ça, c'est que il a dû en discuter déjà avec ses joueurs. Ouais, Et je pense qu'à l'entraînement, il doit avoir quand même des performances individuelles qui lui font dire que c'est le bon choix qu'il va faire. Après, voilà, tout le monde n'a pas la vérité, tout le monde ne détient c'est pas les ça. vérités. Et, mais ce qu'on peut lui mettre au crédit, c'est que pour le moment, il continue sur ses certitudes. Et là, il a raison. Moi, je lui donne entièrement raison de continuer sur les certitudes. Est-ce que c'est les bonnes? Je ne sais pas. Mais j'espère pour lui qu'il ne se trompe pas. Esteban. Ouais, je suis d'accord avec Didier. C'est surtout que Tompkins, quand on voit son début de saison, on voit que clairement, il est beaucoup plus dangereux, je trouve, à l'arrière que quand il joue à la charnière. À la charnière, c'est quand même un peu plus bridé. Tu fais moins ce que tu veux. Lui, ce qu'il aime, c'est relancer, prendre les intervalles, s'intercaler. Puis c'est un Puis très bon défenseur. ouais, voilà, surtout, c'est un bon défenseur. Après, peut-être sur le changement que je ferais si j'étais McNamara, c'est le positionnement de Langui.
Langui, je sais pas si je le garderai au centre. Je sais pas si je le ferai jouer tout court, moi. Je le trouve un peu hors forme. Mais Mais, l'an dernier, il fait une belle fin de saison quand même en demi, ouais, il joue demi. mais Là, centre, je pense que ça. il ne jouait pas comme un véritable demi. C'est Drinkwater qui jouait comme le véritable meneur de jeu, et Ouais, lui il jouait plutôt comme, allez, on va appeler comme à 15 un premier centre, ouais. et venir soulager les avants, venir en percussion, venir à gagner des mètres. Voilà, c'était son rôle. Après, c'est un très bon joueur, il a vraiment de la qualité. Ouais, Mais franchement, moi je pense qu'il faut que la mayonnaise prenne. ouais, Et il faut laisser le temps au temps, et j'espère de tout cœur qu'il ne se trompe pas. Ouais, c'est ça. On va suivre. Il y a un gros match pour les Dragons en plus ce week-end face à Warrington. Ça va être un beau test. Esteban, tu nous avais préparé quelques flops aussi sur cette troisième journée de Super League. ouais, ben, flop, on peut en parler, c'est la performance des Dragons. Ouais. Toujours pas de victoire à l'extérieur. Avec le recrutement effectué et les ambitions annoncées, moi je pense qu'il va falloir confirmer en Angleterre si on veut envoyer un message aux autres équipes. Mais bon, comme dit Didier, ça va prendre. Sur le match, trop de ballons perdus, trop de fautes bêtes, indisciplinés encore une fois. Ouais. Puis le match, il se perd en première mi-temps. L'erreur de Tony Gigot, ça arrive à tout le monde. C'est vrai que l'erreur de Ouais, Tony c'est Gigot sûr, sur sur le. le coup d'envoi. Ouais, elle fait mal. Elle fait mal parce que derrière, on a l'impression que pendant 10 minutes, ils sortent un peu. Et c'est là que Wakefield fait la différence. Ouais, c'est sûr. C'est ça. En deuxième flop, j'avais mis Leeds. Un Ouais. peu comme les Dragons, Leeds, ils n'arrivent toujours pas à enchaîner. Donc pourtant, c'était bien parti. Ils menaient 22-10 à la mi-temps à Saint-Helens. Mhm. Donc moi, j'ai en plus, pour la petite histoire, j'avais fait un pari sportif. J'avais dit que Saint-Helens allait gagner, donc j'étais pas bien. Ouais. Et puis après, au retour, c'est la remontada quoi, de Saint-Helens. Avec un essai Euh, de Théo Ben encore. ouais, Fage encore décisif sur Ouais. ce début de saison, donc ça fait plaisir pour le Français. Puis il a crucifié les Reynolds 27-22. Donc Ouais. 17-0 en deuxième mi-temps qui fait mal au moral. Ouais. Et ton dernier. Et mon dernier flop, je sais pas si c'est vraiment un flop, mais c'est le retour de Gareth Ellis à LFC Ouais. qui avait annoncé sa carrière, sa fin de carrière en 2007 et qui était parti Ouais. sur un titre avec la Cup. Mais là, c'est un simple avis personnel. Je trouve que quand on fait une annonce de fin de carrière, qu'on part sur un titre, c'est beau. Mais ça vient un peu gâcher la magie du truc de revenir comme ça et de jouer à 37 ans. Mais bon. Bon, c'est un retour gagnant en tout cas. Ils ont Ouais, c'est un gagné. retour gagnant. C'est la première victoire depuis, je crois qu'ils étaient à 16 défaites. Je crois que Ouais, c'était un ouais. truc comme ça. Et c'est un retour gagnant parce que, mais par contre, là où je te rejoins un peu, c'est que alors, il a apporté forcément, a priori, l'entraîneur a dit qu'il avait apporté et qu'il avait fait un gros match. J'ai pas vu tout le match, mais c'est une bonne chose à l'après. Quand on sait qu'un joueur comme Levi Nzungu n'a toujours pas eu une seule seconde Ouais. avec Hull et qui préfère faire revenir un mec de 37 ans qui a arrêté sa carrière depuis 1 an et demi, c'est vrai que c'est un peu dur. Et voilà, on peut. Bon, bah, tant mieux pour lui, hein, s'il a une, Oui. une nouvelle jeunesse et qu'il fait une super saison, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on préférerait voir en plus, nous, en tant que Français, Lévy sur le terrain et jouer avec LFC. Ouais, c'est vrai que pour les Français, c'est compliqué. Hein. Ouais, Entre début de Escari qui joue saison. pas, Miloudi. Ouais, c'est compliqué. C'est ce que j'allais dire justement quand on parlait de Théo là. C'est vrai qu'à part Théo Fage, les Dragons c'est un peu compliqué. Et les autres Frenchies, Morgan n'a toujours pas joué. Romain est sorti du groupe. L'entraîneur l'a exclu du groupe pour mettre Samut sur le banc qui revenait. Miloudi n'a pas joué. Nzougou n'a toujours pas joué. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de Frenchies qui sont sur le côté. Donc on espère qu'ils vont retrouver du temps de jeu en tout cas. Allez, on va enchaîner avec le Championship. Le Théo est allé gagner à Swinton. On n'a pas forcément vu le match, mais on a vu un résumé et puis surtout ce qu'on a pu en lire. Le début de saison est compliqué pour le Théo. Il y a eu 2 défaites. Là, il y a 2 victoires. Mais contre les 2 derniers, contre 2 équipes qui n'ont pas gagné un seul match pour le moment. C'est un peu surprenant. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Didier, mais le Théo avait malgré tout fait une bonne fin de saison. Dans ce middle eight, il y a eu des bons matchs, des bonnes choses. Et on s'attendait à les voir peut-être un petit peu mieux en ce début d'année. Et on est un peu sur notre fin pour le moment. Oui, ils font un début de saison poussif, mais
c'est vrai que c'est comme les Dragons hein, quand on va en Angleterre, surtout en Championship. C'est encore plus compliqué parce que les stades ils sont encore plus pourris que certains stades Ouais. de Super League. L'arbitrage. L'arbitrage, il faut en parler quand même à un moment donné Ouais, parce c'est que vrai, c'est vrai. on le voit quand même tous les dimanches avec les Dragons et encore ça s'est arrangé un petit peu là. Mais en Championship, voilà, je souhaite bon courage quand ils vont en Angleterre au Toulouse Olympique. Après, voilà, je les ai vus moi à Perpignan contre les Dragons justement. Il y a de la qualité dans cette équipe, hein. Sylvain Houlès est un très bon entraîneur qui a fait des Ouais. très bonnes choses. Donc, je me fais pas de soucis pour eux. Je pense que voilà, Mm. c'est le début de saison. Je me fais pas de soucis pour le Théo. Je pense ils sont sur la bonne voie. Ils vont enchaîner les performances. Ouais, Ouais. puis en plus, ils ont pris quand même au premier match, ils ont pris Lee, et après, ils ont pris Witness, donc ils ont pris deux gros d'entrée Ouais. aussi. Donc Mais là, c'est voilà. mais c'est vrai que sur ces deux matchs-là, c'est vrai, mais Swinton, qui Ouais. risque de pas gagner beaucoup de matchs cette année, à mon avis Ouais, quand même. Euh, il suffit de gagner un match, deux matchs, et puis après, on va à ouais, l'entraînement avec la banane. Ouais. Ça donne de la joie, ça donne de la bonne humeur. Une dynamique. Voilà, c'est tout un ensemble. La défaite appelle la défaite, la victoire appelle la victoire. ouais. Et c'est sûr. Et là, le Théo va avoir quand même deux beaux tests parce que il y a un match contre Bradford et ensuite la réception. Bradford qui fait un bon début de saison, même s'il y a eu et ils ont perdu contre Featherstone ce week-end, il me semble. Non, non, je confonds là, c'est Halifax, je crois. Mais Bradford fait un bon début de saison et surtout après, donc, il y aura le match face à Attends. Toronto à Ernest Vallon. Et là, ça sera un vrai test parce que Toronto est toujours invaincu et sera sûrement encore invaincu là, au moment du match. Allez, je crois qu'on a fait je crois qu'on a fait le tour sur le championship. On va enchaîner avec ton interview, Didier, pour finir cette émission. Est-ce que tu es prêt? Pas de problème. Allez, ma question traditionnelle pour commencer, Didier, c'est bah, est-ce que tu peux un peu voilà, nous raconter un peu ton parcours dans le 13 avec Bao aussi, voilà, Depuis faire le un peu début? ton... Ça Ouais, remonte à loin, hein. ouais, bah allez, on a un peu de temps, vas-y, essaie de nous faire Alors, un peu. bon, ben, j'ai commencé le rugby à 7 ans à Saint-Estève 13. J'ai toujours joué à Saint-Estève 13. Je suis parti au Barcarès une saison. Je me suis pété le genou avec l'équipe de France, donc j'ai arrêté pendant 3 ans et puis j'ai fini ma carrière 3 ans à Bao, justement, en tant que joueur. Et puis là, j'ai eu de nouveau eu un problème à l'autre genou, donc j'ai dit j'arrête ma carrière à 28 ans et j'ai dit je vais entraîner, j'ai envie d'entraîner. Et depuis, je j'ai jamais arrêté. Je me suis arrêté une saison, voilà. Donc après, j'ai entraîné en promotion dans des petits clubs où je me suis régalé, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je suis revenu à Saint-Estève entraîner les cadets à la demande de Boule Martinez et de Roger Palis. Je suis monté en junior et il y a eu la création de l'UTC. J'ai eu les juniors de l'UTC pendant 5 ans où on a fait 3 doublés et 2 titres de champion de France. Puis je suis parti au Barcarès pendant 3 ans où on a été 2 fois champion de France. Et ça fait 11 ans maintenant que je suis à Barreau. Et ça fait 11 ans que ben, on finit dans les premières places depuis 11 ans. Ouais. Voilà un petit peu le parcours. On a été champion de France avec Bao. On a gagné la Coupe de France aussi avec Bao, la Coupe Hélière. Voilà, Ouais. donc pour le moment, c'est un bon parcours, je dirais. Je me plains pas. Quelle est bon, on la sait un peu tous, mais est-ce que tu peux un peu nous redire la philosophie aujourd'hui du club de Bao avec la présidente Colette Signorès? Quelle est votre philosophie à vous, bah, que ce soit en termes de jeu, en termes de formation? Voilà, Ben, quelle est la philosophie du club? moi, je sors déjà de l'école stéphanoise. Donc l'école stéphanoise, c'est le ballon, le ballon, le ballon. Faut faire vivre le ballon. Voilà. Après, ce qu'on a mis en place avec, et c'est surtout la présidente, plus que moi, c'était la formation. On est parti en 2007, ça devait être, oui, en 2007, on est parti avec 17 joueurs. Et maintenant, on a des pupilles, des poussins, des benjamins, des minimes, des cadets, des juniors, des féminines et l'équipe première. Donc, on est devenu un très grand club. Malheureusement, on n'a pas les infrastructures qui suivent.
On a un mauvais terrain. Nous, d'abord, le mercredi, on s'entraîne avec l'école de foot qui s'entraîne juste devant nous. On partage le terrain, puis après, on a les minimes, les cadets. Le vendredi soir, on est obligé de partir à Corneilla-de-la-Rivière pour pouvoir s'entraîner convenablement sur un terrain. Voilà, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas les infrastructures qui suivent. Mais à côté de ça, on a des gens passionnés, des dirigeants passionnés qui œuvrent dans ce club et qui me permettent, me permettent d'avoir de la qualité dans mon effectif. Ouais, c'est ça le message. Esteban, est-ce que tu as une petite question pour Didier? Ouais, Didier, c'est quoi ton meilleur souvenir que tu gardes avec Bao pour l'instant? Ça peut être un match, un titre. Mon meilleur souvenir, c'est le titre de champion de France. Ça, je pense qu'on peut demander à n'importe quel entraîneur. Ouais. Voilà, quand on a un titre de champion de France avec son équipe, c'est quand même le meilleur souvenir qu'on ait. Maintenant, mon meilleur souvenir, enfin, ma plus grande fierté, c'est pas mon meilleur souvenir, mais ma plus grande fierté, c'est d'avoir eu des garçons comme Thomas Bosc, comme Greg Moniz, comme Julien Touchagas, voilà, pendant des années. Et voilà, ça, c'est ma plus grande fierté quand même. Ouais. Okay. Et en disant ça, j'ai envie de te poser une question. Je ne vais pas te demander le meilleur joueur que tu as entraîné, mais celui que tu as préféré entraîner et pourquoi? Celui que j'ai préféré entraîner? Ouais. C'est compliqué parce que j'en ai eu tellement. Pour en sortir un comme ça, je vais faire offense à beaucoup quand même. Mais, c'est vrai que Greg Moniz, même si Thomas Bosc, c'est un surdoué, c'était un magicien du ballon, tout ce qu'on veut, mais Greg Moniz, quand même, c'est la rigueur, c'était un gagneur, c'était quelqu'un qui amenait beaucoup dans un vestiaire, qui s'entraînait le double des autres. Voilà, c'était un garçon vraiment très agréable à entraîner. Ouais. La saison est bien avancée là. Vous êtes en demi-finale de la Coupe d'Élite 2. Vous êtes toujours en tête du championnat. Là, aujourd'hui, si je te demandais qu'est-ce que serait une saison réussie pour toi et pour le club, tu me répondrais quoi? Le doublé. Le doublé. Ben oui. Un, ça suffira pas. Ben, bien sûr qu'on serait très content, oui, bien sûr. Oui, on va pas se cacher. On a un titre de champion de France, même la Coupe Élire, ça fait plaisir. Bien sûr, ça c'est la grande joie. C'est l'aboutissement d'une année de travail, c'est l'aboutissement d'une saison, c'est l'aboutissement de l'investissement qu'on met dans ce projet. Mais vu la qualité qu'on a, vu l'investissement des joueurs qui ont à l'entraînement, on peut pas faire de la langue de bois et dire qu'on ne veut pas gagner. Non, on va pas faire ça. On veut gagner, on veut gagner les deux. Ouais, c'est ça. Maintenant, on n'est pas tout seul. C'est ça. Vous n'êtes pas tout seul et il y en a d'autres qui ont la même idée que toi. Une autre question, c'est par rapport plus à la gestion de l'effectif. Tu as de temps en temps des joueurs qui descendent de Saint-Estèphe pour te renforcer. Alors forcément, c'est un plus, mais forcément aussi, ça met des joueurs sur de ton effectif à toi sur la touche. Comment est-ce que tu gères un peu la gestion du groupe, des joueurs qui jouent pas, parce que d'autres viennent d'une autre équipe? Comment tu gères tout ça pour que ça reste un groupe soudé et une bonne ambiance? Déjà, il faut savoir que ceux qui viennent avec nous, c'est des jeunes. Et ces jeunes, ils se connaissent tous. D'accord? Donc déjà, c'est plus facile. Après, ils n'arrivent pas que le vendredi pour jouer avec nous. Ils arrivent le mercredi, ils s'entraînent avec nous le mercredi, le vendredi. Après, il faut savoir la seconde chose, pourquoi j'ai ouvert la porte à la demande de Benoît Albert et de Stéphane Gouache, parce que on avait un effectif de 25 joueurs, et malheureusement, on a perdu des joueurs sur des graves blessures. Et de 25, on se retrouve à 22. Et pour faire une saison aboutie, 22 joueurs, ça suffit pas. Parce que si on fait jouer tout le temps les mêmes, il y a la routine. Les gens, ils croient qu'ils sont à leur place, qu'ils ont gagné leur place, et ils donnent pas le plein potentiel de leurs moyens. Tandis que là, ils savent pas s'ils vont jouer dimanche. Et quand ils jouent, qu'ils mettent le maillot, on l'a vu dimanche. Quand ils jouent et qu'ils mettent le maillot, eh bien, ils se donnent à fond. Ils se donnent à fond parce qu'ils ont envie de le remettre. Ouais. Ça s'appelle la concurrence. Et la concurrence est saine, elle se passe bien.
Et ça passe bien parce que voilà, il faut savoir l'expliquer. On l'a expliqué assez longuement avec William Payet qui entraîne avec moi. On l'a expliqué longuement aux joueurs, hein, en expliquant que c'était des garçons qui arrivaient, qui allaient s'entraîner avec nous, qui allaient jouer avec nous, euh, ponctuellement ou 2 ou 3 matchs, hein, on ne sait pas. Mais c'était justement pour gonfler notre effectif et pour donner de la concurrence à mes joueurs. Ouais, c'est ça. Euh, Tu as parlé des problèmes que vous aviez d'infrastructure, notamment pour l'entraînement, etc. Est-ce que du coup, ça veut presque forcément dire que même si Bao est champion de France d'élite 2, Bao restera en élite 2 l'année suivante? Mais on ne peut pas monter. C'est impossible. C'est impossible. Déjà, on n'a pas les moyens financiers, parce que, quoi qu'on dise, tout le monde pense que Bao, c'est un club riche. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de clubs qui donnent plus d'argent que nous, ce qu'on donne. Ça, il faut le savoir. La seule chance qu'on a, c'est qu'on a un réservoir de joueurs qui est peut-être plus important qu'ailleurs. Parce qu'on a moins de concurrence qu'ailleurs. Je prends l'Aude qui a Lézignan, Carcassonne, Limoux, Ferrals, Villeneuve-Minervois, Villegayen, ça fait beaucoup de clubs. Nous, on est quand même un peu moins. Même si maintenant il y a Pierre, on est 4, mais on a quand même un potentiel. J'espère que ce potentiel il va continuer parce que le but c'est de la formation, il faut faire de la formation. Voilà. Et je sais pas si on va en parler, mais j'aimerais en parler de ça aussi après, justement, parce que ça me tient à cœur. Et on a la chance d'avoir ces jeunes qui montent et qui nous apportent beaucoup. Ouais. Oui, la formation, justement, vas-y, je te laisse en parler. Comme on l'a dit, c'est au cœur du projet du club de Bao. C'est le principal projet de Bao. Ouais. Et est-ce qu'au final, alors ma question, comme ça tu pourras en parler de la formation et englober un peu tout ça, mais ma question c'est de dire, est-ce qu'au final, le vrai succès, le vrai trophée pour Bao, c'est presque pas d'avoir des joueurs qui arrivent à être au top niveau plus que de gagner des titres? Oui, mais on aime les deux. Ouais, évidemment. On aime les deux, on est des boulimiques de victoire, mais oui, la formation c'est très important. Moi, j'ai eu un entretien long avec les entraîneurs des minimes de Bao mercredi soir au sujet comment on programme un entraînement des deux minimes. Moi, je leur ai donné mon avis, ils adhèrent complètement. Moi, je pense que déjà en minime, faire de la condition physique, ça sert à rien. Il vaut mieux travailler avec le ballon qu'un gamin, il sache faire une passe à droite, à gauche, comment on met la tête pour plaquer, pour pas se faire mal, comment on engage l'épaule, comment on met les appuis, tout ça s'apprend. Et c'est l'âge où il faut l'apprendre. Et quand je vois, je parle de certains clubs, ceux qui font, c'est-à-dire faire des tours de terrain à des jeunes, ça sert à rien. Ils font du sport à l'école. Ils jouent le dimanche, ils s'entraînent le mercredi, donc ça sert à rien de leur faire de la condition physique. Le physique, il viendra plus tard. On ne peut pas dire en minime, et moi j'ai eu l'expérience, puisque j'ai quand même évolué longtemps dans le milieu des jeunes, on ne peut pas dire qu'un gamin qui joue pilier aujourd'hui va jouer pilier toute sa vie. On ne peut pas dire qu'un gamin qui joue ouverture va jouer ouverture toute sa vie. Donc, un gamin qui joue pilier en minime, il faut qu'il sache faire une passe, il faut qu'il sache jouer au pied, il faut qu'il sache tout faire. C'est la base du 13. C'est pas le même sport qu'à 15, ça n'a rien à voir. Donc, la formation, pour moi, c'est très, très, très important. Et moi, je serai des présidents de club. Mais je vais m'attirer les foudres quand je vais dire ça, mais je préférerais payer des éducateurs que des étrangers. Ouais. Pour former correctement Exactement. les jeunes Comment joueurs. voulez-vous qu'on ait, nous, moi je parle on parce que je suis en haut, moi maintenant faire en haut, en élite 2, en senior. Comment voulez-vous qu'on ait des joueurs si on n'a personne qui les forme derrière? C'est pas possible ça. Il faut reprendre tout à zéro. On est un sport très pauvre. On va pas se cacher. On est un sport très pauvre. Donc, il vaut mieux investir sur des éducateurs qui vont aller chercher dans des écoles, qui vont aller chercher partout où il faut des jeunes pour les apprendre à jouer au rugby, que non pas des étrangers qui viennent 1 an ou 2 ans faire les mercenaires, qui prennent de la monnaie et qui apportent rien à un club. Sauf peut-être un titre de champion de France, oui. Mais alors après. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est Ça, c'est mon coup de gueule. Ouais.
Mais on l'entend et on sait que là-dessus, voilà, alors, j'entends tout à fait ton coup de gueule et je suis d'accord avec toi. Après, tu vois, qu'un étranger, que ce soit s'il y en a un ou deux dans un effectif, que ce soit un étranger ou un joueur d'expérience comme par exemple Mathias Pala, pour encadrer justement les jeunes, je trouve pas ça forcément que ce soit une mauvaise chose. Ça, c'est mon avis perso. Pour encadrer, je pense que Mathias Pala, par exemple, ou D'Acosta apporte beaucoup aux jeunes aussi, qu'ils soient français ou étrangers. Voilà. Mais c'est sûr que pas les cumuler n'est pas forcément une bonne chose, mais qu'il y ait une petite base d'expérience, qu'elle soit française ou étrangère, je pense que ça peut être intéressant dans un groupe. Ah, mais tout à fait, il faut de tout pour faire une bonne équipe. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Mais quand même, nous on a des joueurs qui viennent, qui arrivent de haut niveau, c'est sûr. Mais on a quand même 8 juniors qui jouent de notre formation. Ouais, voilà, ouais, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est juste que voilà, moi je trouve que voilà, c'est important d'avoir un ou deux joueurs d'expérience et je pense Ah qu'ils oui, amènent oui, tout beaucoup à à ces fait. jeunes et qu'ils amènent beaucoup à ces jeunes, comme tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs. C'est des leitmotivs un peu pour les plus jeunes à l'entraînement. Bon, bon, on a entendu en tout cas ton coup de gueule. On va finir l'émission, Didier. C'est la tradition par la question à la con. La question à la con. Donc, je vais te poser une question. Tu n'es pas forcément obligé de répondre. C'est toi qui vois, parce qu'elle est à la con. Donc voilà. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis con, alors on y va. Alors, qu'est-ce qui est le plus probable, selon toi? Les Dragons qui conservent la Cup ou Bao qui est champion de France d'élite 2? Bao qui est champion de France d'élite 2. Ouais, je pense que. Mais les Dragons qui vont à Old Trafford, ça ne me dérange pas. Ah ouais, ça va être compliqué. Il va falloir commencer à gagner les matchs à l'extérieur, comme on l'a dit. La Cup, on l'a fait à Wembley, donc maintenant il faut aller à Manchester. Ouais, il faut aller à Manchester. Ça va être long, ça va être une belle saison en tout cas. Bon, en tout cas, c'est l'heure pour moi de vous remercier. Merci Didier d'avoir été avec nous ce soir. Ben, avec plaisir. Et puis, voilà, on va continuer à suivre cette fin de saison palpitante. Merci Esteban. C'était top de t'avoir. Merci à toi et merci à Didier aussi d'être Voilà. Un petit message à Esteban, je crois que c'est Claude qui est le président du club, non, à Paris. Ouais, c'est Claude. Eh bien, tu lui feras une grosse bise de ma part. D'accord, j'ai passerai le mot. Bon. Allez, et puis continuez à nous suivre sur 13 Mondial, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le site, les émissions. Et merci pour votre fidélité. Allez, Merci. à la semaine prochaine. Ciao.